Ça va être du déjà vu, il y en a pour qui ça va être beaucoup plus nouveau, il y en a pour qui ça va être un refresh. Je me suis préparé, j'ai fait mes devoirs, donc je vais quand même suivre ça, puis faut pas nous oublier, puis c'est ça, si vous avez des questions au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Puis c'est ça, le déroulement, ça va comme suit. J'ai séparé l'aspect sécurité du kitesurf en 4 volets, soit le volet environnement ou spot, qu'on appelle communément, et je veux dire le volet météo, il y a le volet matériel, puis il y a le volet comportement humain, si on veut, communication ensemble. Donc, on prend une petite gorgée de café. As-tu écrit celle-là? As-tu écrit? Oui, c'est écrit. Tout est réglé à la minute. Donc, volet environnement, les spots. Je vais y aller par question de temps en temps. Je vous demanderai de participation. Plus vous levez la main, plus vous avez des bonnes réponses, plus vous risquez de gagner un autocollant Progression Kite. Oh. Donc, quelles sont les qualités d'un bon spot de kite? On en cherche 4 principales. Alexis. Un vent qui est onshore. Oui, un bon vent. Oui, onshore, OK. Oui, un vent sideshore, c'est-tu nécessairement pas bon? C'est bon. Ah, c'est... Sideshore, c'est le best. Sideshore, c'est le best. Y en a-tu qui auraient des contre-indications? Onshore, mais il faut qu'il y ait un bon dégagement. Ouais. OK. Bon, c'est ça. Onshore, il y a des qualités et des défauts. Sideshore, il y a des qualités et des défauts. Là, je vous dis ce que moi j'enseigne, ce que ma perception là, dans toute ma présentation. Je parle ici, je ne possède pas la vérité absolue. Là, vous prenez ce qu'il y a à prendre, puis si vous avez des corrections, des choses, n'hésitez pas à me le dire, soit pendant la présentation ou après. Oui. Rapidement, qualité de défaut de chaque, parce que nous, c'est des standards. Oui, j'y reviens. Le vent onshore, c'est le fun parce que ça nous ramène au bord en cas de problème. Okay? C'est la principale qualité. Le défaut, c'est que si on a un problème, le bord, il n'est pas nécessairement, c'est ça, il n'est pas nécessairement 40 mètres de plage. Fait que s'il y a des roches au bord ou le spot là, pour le grillage des cordes, tout ça est restreint, le fait de se faire ramener au bord rapidement, surtout quand on est au début, qu'on commence à s'éloigner de la berge, ça peut être dangereux là, le fait que le vent nous ramène directement au bord. Puis aussi, c'est difficile pour les débutants de se pratiquer à rider parce qu'il faut qu'ils reculent dans l'eau le plus loin possible pour faire un petit bout sur leur planche, puis arriver proche du bord, puis de nouveau reculer parce qu'on ne remonte pas au vent quand on commence. L'avantage d'un vent sideshore, c'est que c'est facile justement de pratiquer pour les débutants, d'aller au large, de revenir, de faire des tacs, puis de descendre le vent, puis ensuite de remonter par la plage. Par exemple, le défaut de cette direction-là, c'est que si on va se mettre dans le pétrin au large, le vent ne nous ramènera pas au bord. Fait que c'est ça, les défauts de qualité de chaque vent. Quand on les sait, on agit en conséquence. Un vent sideshore, si on n'est pas très solide, on n'est pas très habitué, ou même si l'eau est froide, ou si peu importe la situation, on ne va pas plus loin que ce qu'on est prêt à nager. Si on a une panne de vent, on a un problème d'équipement, on veut rentrer à la nage, c'est ça, il faut être à une distance qu'on considère qu'on est capable. Après ça, un bon spot de kite, d'autres qualités, s'il vous plaît? Vaste, beaucoup d'espace, exactement, dégagé, sans obstacle. Vent stable, exact. Qu'est-ce qui fait qu'un vent va être plus stable dans un spot plutôt qu'un autre? C'est dégagé. Oui, le dégagement, si on veut, quand on regarde d'où vient le vent. Plus le vent vient de loin, ce qu'on appelle le fetch, la zone de dégagement que le vent parcourt avant d'arriver au spot, plus le fetch est long, plus le vent va être stable. On va prendre une petite gorgée de café. Je vais vous demander une autre qualité d'un bon site de pratique si on pense ça. Beaucoup de filles en bikini. Faible pente. Beaucoup de filles en bikini. Faible pente. Oui, faible pente, c'est mon quatrième point. Eau peu profonde, pour les gens qui sont habitués, c'est plus ou moins, on le vit plus ou moins, mais les gens qui débutent, c'est très aidant d'avoir un peu profond d'eau. Puis même les gens habitués, quand il arrive des pépins, des affaires, quand tu as tes fonds, c'est ça, tu as la tête en dehors de l'eau, puis ça va mieux. Fait que c'est plus sécuritaire, veux pas.
des grandes zones peu profondes. Quels sont les dangers qu'on va retrouver souvent sur les spots? Il y a sous l'eau. Sous l'eau, exemple? Il y a des roches qu'on Les roches, les obstacles. Les obstacles autant sous l'eau que sur terre, autour du spot, là, de la zone où on fait le grillage des quêtes, où on s'installe et on décolle et on atterrit. Ensuite, Prennent nos pieds sur la berge. pardon, prendre nos pieds. Prennent nos pieds, puis avoir des bœufs, des arbres. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est d'obstacles, là, exactement. Ouais. Après ça, qu'est-ce qui peut être dangereux? Les femmes en bikini. Les les distractions. Les autres, ouais, les autres peuvent devenir des obstacles ou peuvent nous-mêmes sentir un obstacle. Ouais, c'est ça, tous les autres pratiquants, ouais. Un bon conseil là-dessus, Oui, quelque chose que j'ai vécu dans le passé avec un ami du Lac-Saint-Jean, de larguer avant d'être vraiment dans l'eau peu profonde quand il y a un gros coup de vent et qu'on est over. À partir du moment où on est dans l'eau, en bas de la ceinture, on n'a plus de prise dans l'eau, puis là, on va commencer à faire la poche de thé, mais quand on va retomber sur la plage, ou etc. J'ai assisté à un accident, là, je suivais le gars en quête, puis je criais dans ma tête parce que j'étais trop loin. Largue ton kite, puis lui, il l'a pas largué parce qu'il voulait pas le briser. Et il a voulu sauver son kite, mais il a manqué de se tuer, puis il est allé jusqu'aux arbres en kite-loup. Parce que quand il est arrivé, puis il y avait ses fonds, quand l'eau est arrivée en haut de la ceinture, ben là, il draguait plus pantoute, puis il a levé. Donc, essayez de juger, là, surtout sur un vent onshore, quand ça vous amène au bord, à partir du moment où il y a de l'eau qui change de couleur, ça veut à peu près dire que nos fonds s'en viennent. C'est là qu'il faut larguer et non sur la plage au travers du monde. exact. Donc, il y a les courants aussi, l'eau froide, les vagues, les zones navigables, donc les bateaux, les baigneurs, on en a parlé. C'est toutes des choses qu'on côtoie. Il n'y a pas de spot parfait. Il y a toujours quelque chose. Il y en a, là, des plus parfaits que d'autres, mais il y a souvent des petites choses à faire attention. C'est pas nécessairement des dangers comme des choses, des éléments à considérer comme potentiellement dangereux. Oui. Les nouveaux kayakers. Oui, les débutants. Ceux-là sont habitués, ils peuvent s'approcher de ceux-là qui sont en pratique. Ouais, on pense d'ailleurs à fermer le sport à tout autre pratiquant, là, pour qu'il y ait plus de débutants. Les spots sont pleins. Là. Ouais, les débutants, effectivement, oui, on les reconnaît, hein, on les reconnaît par leur position. En Europe, ils lui mettent des dossards. Oui. Je trouve ça pas beau, mais pas bête. Non, c'est clair. Moi, j'en ai acheté des dossards pour mes élèves l'hiver, puis j'ai pas pris l'habitude, mais je devrais. Je pense que l'été, en plus, ça aiderait ton école, puis ça aiderait les gens du club et autres. Ouais. De dire, dès que tu vois quelqu'un qui a un dossard, tu dis « il va aller par là Ouais, exact. Et Moi, ça va après, aider j'encadre ma zone d'enseignement visuellement, Ouais. mais les deux ne seraient pas mauvais en plan bien. Oui. Moi, ce que j'ai vu en Floride pour les débutants, Oui. ils mettent un fanion, du ruban orange de construction. Après une des lignes de quête, pas au bout complètement, C'est très bon aussi. C'est encore ceux qui plus. ne sont pas capables de remonter au vent. Tant qu'ils ne sont pas capables de remonter au vent, ils veulent mettre ça entre les cordes, mais les autres, ils ne font pas exprès pour aller dans eux autres, ils ne font pas exprès pour aller lui. Ils sentent c'est quelqu'un, je ne remonte pas au vent, j'ai un fanion. C'est bon. Il y avait quelqu'un d'autre, je pense, qui. Oui, c'est le pilote lui-même. Le pilote. Celui qui pilotait, c'est danger. Magasin. S'il n'y a pas de pilote, ça devient. Ok, ouais. Oui, parce qu'on perd un peu au bateau. À la fin, quand j'ai dit le déroulement, c'est ça, on va pouvoir analyser des cas là, vécus, puis là, ça va être le temps de dire un peu, tout le monde a eu, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup d'entre nous qui ont vu des incidents, des accidents, qui ont participé à des sauvetages, fait que ça serait super intéressant d'échanger là-dessus. Pour continuer dans mon programme, c'est important de savoir quelle direction de vent fonctionne pour quel spot. Comme on disait tantôt, là, chaque spot a ses directions de vent. On sait qu'à la baie, c'est est, nord-est, à Saint-Fulgence, c'est est, sud-est, exemple. C'est ça, quand on ne connaît pas ça, on peut se mettre dans des situations un peu périlleuses.
Pour savoir ça, ben, on s'informe aux riders locaux, s'il y en a, tout ça. Puis en observant aussi la géographie, on est capable d'avoir une bonne idée aussi. Oui, là-bas. Connaître la météo aussi. Oui, oui, les autres sont rendus à. J'ai un volet complet sur la météo. Ok, tu l'as, ok. Donc, c'est ça, je l'ai dit, si on utilise un spot pour la première fois, Ben a parlé aussi, s'informer des vents qui fonctionnent, mais aussi des particularités du spot. Y a-t-il des zones invitées, y a-t-il des courants, des choses. S'informer des particularités là, chez les locaux. L'effet du relief sur le vent, on sait un peu, on vit proche d'un fjord, on sait un peu là, les effets que le relief peut avoir sur le vent. Il y a différents effets, les wind effects en anglais. J'aimerais ça que vous m'en nommiez 2, 3. Turbulence, exact. Derrière un obstacle. Ouais, c'est ça. Derrière un obstacle, il va y avoir de la turbulence sur 7 fois la hauteur de l'obstacle, à peu près. Si l'obstacle a une dizaine de mètres de haut, ben, ça va être 70 mètres de turbulence derrière l'obstacle, et 3 fois la hauteur de l'obstacle devant. Au vent de l'obstacle, on n'y pense pas, mais il y a aussi des turbulences. Il y a un ralentissement, il y a des updrafts, il y a des. Le mur de la baie. Le mur de la baie, exact. On sent pas le vent réel parce qu'il y a un obstacle derrière nous. Il y a quelque chose aussi. Oui, les bateaux, il y a de la turbulence derrière. Oui, Ben? Il y a quelque chose qu'on appelle le gradient. C'est pas la marque de mon t-shirt. Le gradient du vent, c'est en fait là, tous les obstacles qui ralentissent le vent au niveau du sol, mais au niveau du kite, il est vraiment différent. Alors, on voit souvent du monde mesurer le vent sur la plage, ça donne une très bonne idée pour le 16. Mais attendez-vous qu'en haut, s'il y a un peu d'obstacles, comme si on est à Saint-Gédéon puis c'est sud-ouest ou que le vent est mitigé, side entre les deux, là, bon, on perd beaucoup de vent au niveau du sol, mais en haut, il peut avoir pratiquement aller jusqu'au double si le gradient est important à cause des bâtiments ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est une turbulence ou une donnée qu'on n'a pas, mais il faut quand même y penser que le vent, C'est pas une valeur réelle. Ouais, c'est pas de valeur réelle au sol. Venturi. Je m'attendais à ce que quelqu'un le nomme. Dans le fjord, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que si le vent est forcé de passer entre 2 obstacles, ben, il va accélérer, tout simplement. Le vent, c'est un peu comme l'eau dans une rivière. Si on met une roche en plein milieu de la rivière, ben, il va y avoir de la turbulence derrière, devant. C'est vraiment, ça se comporte vraiment de la même façon. S'il y a une pente descendante, ça accélère, etc. Fait que le Venturi est très apprécié dans le fjord. Volet météo, donc on disait connaître les prévisions météo, exactement, tout le monde le sait, mais c'est ça, c'est important de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Ça peut nous faire des choix de matériel différents. Si on sait que le vent va monter, on hésite entre 2 voiles, on va prendre plus petit. Oui, Benoît? Et aussi, il faut regarder plus loin que son kite. On est à Saint-Gédéon, sur la plage, le vent se lève. Tu vois plein de monde énervé, puis tu vois les bonhommes comme moi et d'autres. Es-tu fou? Il s'en vient un mur noir, les gens ils ne regardent pas plus loin que le kite. Ils ventent, ils gonflent, puis dans 5 minutes, vous allez vous faire blaster avec n'importe quelle grosseur de kite que vous avez. Il s'en vient un front. Alors, il vaut mieux attendre que le front arrive. S'il n'arrive pas, puis il passe à côté, on commence déjà à penser que peut-être on pourrait faire une sortie. Mais c'est très risqué. D'habitude, dans les 15 minutes, on sait ce qu'on en est. Oui? À Saint-Jean, ici, Hugo, moi, ça fait 30 ans, je suis là, Ouais. comme Benoît a dit, la rafale blanche. Ouais. C'est pas nécessairement les nuages, c'est la couleur de l'eau qui change. Ouais. Il faut tout le temps regarder l'horizon, tu comprends ce que je veux dire, Marie? Une rafale blanche, tu peux avoir un vent de 30 km, ça peut monter à 80, 90, Ouais. puis ça, tu dépêches de revenir, tu ramasses tes petits. C'est ça, c'est l'arrivée des fronts froids là, qui est à surveiller. C'est ça, les zones, pas les zones, mais les conditions à éviter là, par rapport à la météo, c'est tout simplement trop de vent, quand c'est trop fort pour nos équipements, nos aptitudes. Quand il y a des orages, donc les journées qui annoncent possibilité d'orage, qui fait chaud, les vents souvent du sud, on voit les orages, vous savez comment les reconnaître, les cumulonimbus, les nuages en hauteur, en forme d'enclume, qui sont bien foncés à la base, bien comme un chou-fleur un peu blanc. Plus ils sont gros, plus ils sont hauts, plus ils risquent d'être violents. Donc ça, quand ça arrive, être très prudent. Souvent, ils ont l'air loin pendant longtemps, puis à un moment donné, ça arrive d'un coup sec. Ça fait très attention, il vaut mieux arrêter 15 minutes avant que 2 minutes trop tard. Les rafales trop fortes, quand le vent n'est pas constant, qu'il y a des grosses rafales, ben c'est ça, c'est d'être très
très prudent, sinon de ne pas sortir. Faire attention au front froid, là, c'est ça les fronts, dans le fond, là. le front froid, quand il rentre, quand il fait 25-30 depuis une semaine, puis que là, il annonce une chute de température, il annonce 20 ou 18 le lendemain, puis du nord-ouest, ben, c'est parce qu'il y a un front froid qui va rentrer. Puis ça, ben, ça faire attention, parce que quand ça rentre, c'est violent. Ça arrive comme un coup de bélier. Puis ça va faire un grand coup, ça va souffler très très fort, puis après ça va être une pente là, constante qui va diminuer, le vent va souvent diminuer, des fois il va remonter puis diminuer, mais en tout cas ça va être des belles conditions après le front froid. Donc juste faire attention au front lui-même. Bien analyser les conditions réelles avant de gréer, avant de choisir une grandeur de quête. Benoît en a parlé, c'est bien de regarder la météo, mais quand on arrive sur le site, évidemment, on ne fait pas juste se rappeler de ce qu'on a vu sur Internet, hein, on fait une analyse du vent. Comment on analyse la force du vent en arrivant sur le site pour choisir son équipement? On a 3 façons. Je demanderais de m'en nommer au moins 2. Le doigt. Regarde ton voisin. Tu regardes ton voisin, c'est Ceux qui en font. ouais, ceux qui en font, ceux qui viennent de débarquer, quelle grandeur qu'ils ont, comment ça traite, tout ça, c'est des bonnes informations après ça. Puis les Ouais, c'est ça, c'est ça. Tous les indices de la nature, les feuilles, les vagues, le sable, les cheveux. la grosseur du kayak, parce que s'il pèse 100 livres depuis que toi, tu as juste à voir. Exact, c'est ça. Des fois, on voit des gens qui rêvent j'en vois, oui. en 14, dans 40 km/h. Les autres sont peut-être, ils savent qu'ils sont bien à côté. Si on pèse 40 livres de moins et qu'on est moins habitué, qu'on prend la même voile, on va se planter solide. Il faut relativiser aussi. Il ne faut pas juste regarder, il faut faire un mélange de tout ça, évaluer aussi avec les indices de l'environnement. Puis le fameux ventimètre aussi, là, que tout le monde sait. C'est meilleur parce qu'Alexis, t'as 14,7. Alexis, vous parlez d'autre chose. En cas de doute, si on hésite entre sa 8 et sa 14, qu'est-ce qu'on fait? On prend 10. Ah, il est là? OK. Ouais, OK. On est quand même, on écoute bien. Ouais, vous êtes bon. Il y a une bonne Bonne Donc, ça conclut le volet météo. Ouais. Moi, j'avais une question. Oui. Avant de Oui. conclure, tu parlais des orages. Oui. Quand on rêve, il y a du tonnerre, des éclairs. Y a-t-il des statistiques? Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelqu'un? Parce que moi, c'est vrai que quand on entend, je peux dire que. On rentre. ramasse nos petits commerçants. Benjamin Franklin il en a parlé longtemps. Il a fait un peu. Non, mais il est au courant. lui. Ben, y a-t-il déjà eu quelqu'un en quête qui s'est fait frapper par un éclair? En fait, il y a des phénomènes hivers commétés qui ont été relatés. On appelle ça le Elmo's Fire. Tu as déjà entendu parler de ça. Le Elmo's Fire, tu es en quête, puis ça arrive là, il y a de l'électricité statique spécifiée dans tes lignes, puis tu lâches. C'est sûr. Ça se pète des mains comme ça. Puis, j'ai entendu parler aussi que, on dit, comme une fois, on est sorti, 2 fois, ça nous est arrivé, on était à la flèche, puis les orages se préparent au sud. On entend, dès que tu entends un boom, là, ça veut dire que tu sors de là. Tu ne peux pas jouer avec ça, parce que ça se forme très rapidement. Puis on entend parler aussi que tu as des horaires de 50 km qui sont venus chercher du monde. C'est loin, 50 km. C'est comme dire, c'est presque au lac. Parce qu'en météo d'aviation, on apprend que les éclairs haïssent la pluie. Les éclairs les plus dangereux sont sur le pourtour de l'orage et non dans l'orage. C'est une information intéressante. Un éclair, ça haït l'eau. OK. J'avais pas de. C'est ça, j'avais rien préparé par rapport aux éclairs en tant que tel, fait que c'est bon que tu amènes le point. Moi, dans ma tête, exactement, si j'entends un tonnerre, je débarque. Ouais, c'est ça, c'est quasiment plus le coup de vent, en tout cas. Moi, je répondrais là-dessus, là, du côté électrique. Là. Oui. Ils disent, là, quand il y a un orage, le type, là, puis il y a un arbre dans le champ, là, pas là, c'est un plat. Bon, ben, ton cerf-volant, c'est un arbre dans le champ. OK? Fait que dit tout ça, là, puis l'électricité,
Il prend toujours le chemin le plus court. En plus aussi, il C'est faut plus penser. court, il faut comprendre, c'est ça qui est dangereux. Que toi, tu es 100 pieds dans les airs, c'est plus court qu'aller à l'eau, ils vont passer partout. En plus, il y a de l'électrolyse, il y a du frottement. Du frottement, là, ça crée déjà une friction et ça crée déjà une ambiance favorable à l'électricité. J'ai pris le courant souvent l'hiver, là, ce que Michel expliquait tantôt. J'ai Blackburn. François. C'est que ça fait un effet d'antenne. L'intensité va rentrer sur le bout de l'aile, mais avoir tendance à s'amplifier vers la personne qui touche au sol. Ça, c'est exponentiel. L'application de la distance, surtout de la distance. Il y a peut-être des électriciens dans la salle. Quand j'ai vécu le Saint-Elmo, en ski, ça m'est arrivé à quelques reprises. J'ai un téléphone, excusez-moi. Oui, concepteur, bonjour. On va combler ce moment d'attente. Oui. Vas-y. Parce qu'on parle météo, mais moi, quand je suis sur l'eau, je me sers aussi des autres kayakers. Par exemple, tout le monde a la voile à 10 heures parce que le vent est vraiment. Puis là, quand je vois mes chums commencer à faire ça, là, moi, ça me dit le vent tombe. Puis à l'inverse, mettons, il y en a qui ont mieux observé que moi les nuages, puis ils l'ont entendu, puis je vois qu'il y a pourquoi qu'ils débarquent. Puis je me rends compte qu'en levant plus haut, je vois que c'est noir. Tu sais, il y a aussi ça. Là. On veut tous parce que tu râles avec tes écouteurs tout le Non, temps. C'est pour ça pas que tout le t'entends temps. pas le Non, mais je vous vois. Mais je vous vois. Bon, fait que, je résume, on fait attention aux éclairs dès qu'il y a un tonnerre, c'est mieux de débarquer, puis utiliser c'est ça, l'expérience puis le jugement des autres des fois pour se compléter notre propre observation. Pour répondre à ta question, Carole, Oui. il y a des gens qui ont été électrocutés en parapente. En parapente. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été électrocutés en parapente, il y a des gens qui ont été électrocutés. Parce que tu es un capaciteur, tu absorbes trop de courant, c'est normal. Avec ton poids, tu es un capaciteur. Excellent. Fait que, y a-t-il d'autres choses par rapport à la météo? Au revoir. Donc, le volet matériel. Est-ce que c'est important de porter le casque, la veste de sauvetage et un couteau? Oui. Oui. Est-ce que c'est obligé par la loi? Non. Non. C'est ça. C'est très fortement suggéré, mais c'est libre à chacun de porter ça. Donc, avoir à sa disposition aussi dans la voiture un téléphone, un moyen de communication et une trousse de premiers soins peut être un plus très intéressant. Être formé, premiers soins aussi, est un plus, évidemment. Oui. Un des éléments qui est sous-estimé, c'est d'avoir de quoi acoustiquer. Parce que si tu es en détresse, crier, ça demande énormément d'énergie. Ouais. Tandis qu'un sifflet, tu attires l'attention immédiatement, ça porte très bien. Même si Très tu ne bon. portes pas le casque, tu ne portes pas de veste, le minimum, c'est être capable d'appeler à l'aide avec un outil quelconque. Attirer l'attention. Oui. Par laquelle les nautiques, on est régi par ça aussi. Pas sûr qu'on rentre là-dedans. Ben, on n'est pas dans une petite embarcation, je pense pas. Non, c'est ça. Non. On rentre pas là-dedans. On n'est pas légalement encadré par les lois sur la petite embarcation, je pense. Si tu veux dire, on peut le rendre légal. On le rend en statut. Expérience, Oui. catamaran, j'étais sur le lac, avec Oui. un catamaran de 5 km, je traverse le lac avec un beau-frère de Montréal. Puis il y a eu des éclairs, j'ai arrêté à la plage de Pelé, j'ai attendu, je vais à l'école, j'étais à peu près à 2-3 km, là j'ai entendu un boom, là j'ai vu moi j'appelle ça la blanche, la vague blanche s'en venait, pas de nuage. J'ai commencé à entamer, j'ai même pas eu le temps de rien faire, ça a rentré, il y a eu une tornade. J'ai été 4h30 dans l'eau, plus de bateau avec mon beau-frère, on a fait de l'hypothermie. On s'est ramassé à l'île verte à 8h30 le soir. Si j'avais eu un sifflet, là, j'avais mon wetsuit, je nage bien, j'avais ma flotte. Si j'avais pas eu ça, je serais mort. Mon beau-frère aussi, parce que quand tu fais de l'hypothermie, il faisait 30 degrés Celsius, mais à un moment donné, ton corps est quand même dans l'eau, puis avec le temps, il prend la température. Puis il y a 2 quillards qui ont passé à peu près 45 minutes après le temps que j'ai perdu mon bateau. Puis je criais au secours, j'avais des gants fluorescents de voile. Puis il y avait peut-être une vague de 10-12 pieds. T'as beau crier, là, c'est comme Daniel dit, ça porte pas. Les gars se déviraient, puis les autres étaient en survie, ils étaient au moteur, puis ils sauvaient le pot. Si j'avais un sifflet, ils m'auraient ramassé. Il aurait pu me porter secours. Ouais, c'est un très bon point. On était changés. Très bon point, sifflet. C'est important aussi d'avoir un sifflet qui siffle dans l'eau.
Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à mettre n'importe quel sifflet, puis quand tu arrives dans l'eau, il ne marche pas. Les sifflets à billes, les sifflets nautiques, ça marche, puis c'est fort, puis il faut l'essayer, puis il faut tester tous nos équipements, bien entendu. Les sifflets nautiques, c'est des 2 cônes aussi. Il y a 2 sorties, c'est 2 cônes, ça porte plus loin. Exactement. OK. Bon, ben, sifflet nautique. C'est une grosse différence. Ah, mais il y a l'arbitre, ça fait très pas. net avec la pression, là, même à l'épreuve de l'eau, tu pourrais sortir. Ça commence à être un Tu sais, gros ça défi, commence par exemple. Donc, connaître et vérifier les systèmes de largage. Connaître et vérifier les systèmes, connaître, vérifier et essayer les systèmes de largage. Donc, on parle de système de largage, on parle de quoi, vous pensez? Chicken loop, leech, c'est ça. C'est 2 systèmes. Il y a différents systèmes, ils ont toutes leurs qualités et leurs défauts. Il y en a qui sont plus faciles à actionner que d'autres. Il y en a qui peuvent, en tout cas, ils ont toutes leurs particularités. On va en voir à la fin de la présentation, on va regarder différentes barres. On a une barre de Slingshot, on a une barre d'F1. S'il y en a qui ont une autre marque qui présente des caractéristiques différentes, pourront l'apporter, on regardera ça. Pourquoi les vérifier, les essayer? C'est ça, c'est des systèmes qui peuvent se bloquer avec le temps. Si on les a jamais utilisés, il faut tirer dans un sens, dans l'autre. Il y a une petite flèche dessus quand tu es mal pris, puis tu as la tête en dessous de l'eau. Tu saches par où la tirer. Comment on fait pour larguer un kite? Qu'est-ce que ça veut dire larguer son kite? On entend ça souvent, mais c'est quoi larguer son kite? Chicken loop. Enlever la puissance par quel moyen? Chicken loop. Bon. Lâcher la barre en premier, chicken loop en deuxième, on vient de larguer son kite. Larguer le leech, après ça, tout s'en va. OK? Fait que les 3 étapes, c'est lâcher la barre, après ça le chicken loop, après ça le leech. Lâcher la barre, ça va faire le travail 90% du temps si on a fait une chute, si on est un peu déboussolé, mais pas encore en situation d'urgence. Ensuite, le chicken loop, ben, déjà en ayant lâché les 2 mains, on a ces 2 mains pour larguer le chicken loop. Puis on n'attire plus sur la barre, on n'a pas lâché juste une main évidemment, hein, ça part en kite loop. Donc, comment fait-on larguer le leech? Comment on fait pour larguer le leech? On largue le leech. OK. Je coupe la corde. Oui. Quelle est la meilleure position pour ton safety leech? OK, c'est super bon. OK, où on accroche ça, safety leech? En avant. Le plus en avant possible. Pourquoi? Parce que quand le mec il tire, il va tirer par en avant. Tire dans le dos, attaché dans le dos. C'est évité par le dos. D'avoir accès à des commandes, c'est ça. C'est un bon truc, c'est pas obligatoire. Moi, dans le dos, j'ai jamais eu de problème. J'ai souvent été tiré par mon leech. Je sais que je suis capable d'aller le chercher. Mais c'est vrai que c'est mieux. Plus il est accessible, mieux c'est. Il faut soit accrocher sur quelque chose de solide parce que des fois, ça donne un bon temps. Moi, je suis droitier, on est à droite. C'est ça, exact. Côté où on est le plus à l'aise, oui, Michel? Je dirais qu'un exercice que peu de gens font, c'est lorsque tu organises ton équipement, c'est de visualiser le positionnement de ton attirant. Parce que souvent, puis tout le monde peut dire la même affaire, on me suit là-dedans. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on arrive sur la plage? Tout le monde court comme des têtes de poule, puis on sort ça du stade, on gonfle. C'est large. On s'entend. Des têtes pas de poule. Visualiser quand tu attaches ton chicken loop après ton crochet, voir que ton système, c'est un système central de quick release, ça règle le problème, mais quand même, y toucher, voir s'il fonctionne. De temps en temps, avant de décoller, tu prends ton chicken loop et tu fais l'exercice de décoller. Ça se fait facilement. C'est des choses à faire. Et en plus, il peut y avoir du sable dedans parce qu'on vient de dérouler nos lignes. Et si on ne l'essaye pas, puis il suffit d'un grain de sable qui marche avec un temps de retard. Puis le temps de retard, vous êtes déjà sur le nez d'un bûche. Fait que si, une fois que vous êtes prêt à décoller, vous le faites actionner, vous la remettez en place. Si vous en avez besoin, il va marcher instantanément. Parce que si ça fait longtemps qu'il n'a pas marché, puis là, vous l'utilisez, dû à la rouille, le sable ou n'importe quelle cochonnerie, ça fait longtemps qu'il est plié, puis il ne veut pas se déplier instantanément, ben vous allez le regretter de ne pas l'avoir essayé. Oui, c'est lui. Très bon point.
être prêt pour la prochaine étape. En quête, il faut anticiper le plus possible. C'est vrai quand on largue, c'est vrai tout le temps, mais c'est effectivement un truc que je donne et que je demande à mes élèves. Je leur dis de larguer. Probablement dans un cours, on fait larguer des élèves au moins 4 fois minimum. Puis j'aime ça voir les élèves se planter un peu puis être obligés de larguer. C'est des bonnes pratiques. Parce que le faire en pratiquant puis le faire quand on est un peu paniqué, c'est deux. Oui. Puis c'est ça, avoir la main exact sur la largeur du leash, c'est super bon. Quand on dit larguer un kite, qu'est-ce qui fait que quand on largue un kite, qu'on se retrouve accroché au kite juste par le leash, qu'est-ce qui fait que ça ne tire plus? Les arrières se relâchent, ouais, dans bien des cas pour les voiles à boudin. Pour les voiles à caisson, c'est comme l'inverse. La plupart du temps, c'est les arrières qui sont sous tension. Il y a différents systèmes, hein, selon les marques. Moi, je connais 3 systèmes de sécurité différents. J'aimerais ça que vous m'en nommiez. Je vais être capable de me nommer tous les 3. Là. Comment ils s'appellent et comment ils fonctionnent. Pierre? C'est ça. Sur un avant, sur une mini 5e ligne qui est accrochée sur les avants, les 2 avants un peu plus loin, ou Alexis? Sur une ligne aussi? Oui, sur une des avants, oui, on l'a dit. Les 2 avants, on l'a dit, la mini 5e ligne ou la 5e ligne complète, qui est de plus en plus rare, il y a encore quelques marques qui l'offrent, mais chaque système a ses avantages et ses défauts. La mini 5e ligne qu'on retrouve sur F1, Cabrina, fait bien le travail. Le défaut que j'ai remarqué, c'est que quand on largue par vent léger surtout, la moelle peut rester comme un peu comme quand elle crash dans l'eau à l'envers, comme un assez gros panneau dans le vent, puis offrir une traction résiduelle là, quand même importante qui va nous empêcher d'aller récupérer notre kite tout seul facilement, puis qui peut nous traîner de manière inconfortable là, si on est dans l'eau profonde. Qu'est-ce qui se passe dans le fond? Qu'est-ce qui fait que ça enlève la puissance quand les arrières se relâchent? Quand les arrières se relâchent, si c'est juste les arrières qui se relâchent, par exemple la 5e ligne, la mini 5e ligne, c'est ça qui se passe. Les arrières se relâchent, donc le kite il va pivoter normalement, puis il va laisser l'air s'écouler facilement sans présenter de voilure au vent, si on veut. Fait que le kite est supposé pivoter, puis ne plus tirer. C'est ça qui se passe normalement dans le vent assez fort. Si le vent est plus léger, l'aile peut rester comme ça puis ne pas pivoter. Un petit truc pour ce système-là, c'est d'avancer un petit peu vers l'aile, soit à pied si on est dans le fond ou à la nage. Ça va faire pivoter l'aile puis elle ne se replacera plus comme ça. Là. Après ça, on va être tranquille, il n'y aura plus de puissance. C'est un petit truc qui peut vraiment là, faire la différence entre être satisfait de son système et de son équipement ou trouver que ça ne fonctionne pas. Ça va être par vent léger surtout que ça va arriver. Mais c'est ça. Sinon, la sécurité qui est accrochée sur une des avants, le kite, il se déploie comme un drapeau. En ayant juste une corde qui reste sous tension, le kite, il ne fait pas juste pivoter comme ça, il se déploie comme un drapeau. Il peut rester arqué quand même, vu qu'il y a un boudin gonflé, mais c'est ça le principe. Il se déploie complètement. Donc, c'est un peu plus efficace. Le défaut de ça, c'est que faut que la barre parcourt une plus grande distance. Il faut qu'elle glisse sur la ligne avant, sur la longueur du kite. Si c'est un 12 mètres, la longueur du kite a peut-être 10 mètres ou 9 mètres, 8 mètres. Il faut que la barre glisse sur toute la longueur du kite pour que le kite puisse se déployer complètement pour enlever toute la puissance. Dans ce système-là, souvent les compagnies vont négliger de mettre un stopper bar, une petite bille de plastique qui va arrêter la barre au point où elle n'a plus besoin d'aller plus loin. Ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas facilement aller récupérer son kite, on ne peut pas se réinstaller facilement. La barre va toujours glisser jusqu'au kite. Ça fait un paquet de lignes là, qui est lousse dans l'eau et qui va être dangereux. Ouais, c'est ça. Tantôt, on va voir self-rescue. C'est super important d'être capable de récupérer vous-même vos kites en cas de problème, en cas d'être tout seul aussi. Fait que pour récupérer son kite tout seul, c'est ça. Quand on n'a pas de stopper bar, c'est très très difficile parce qu'on ne peut pas rouler nos lignes sur la barre. Des lignes dans l'eau, quand on nage, ça a vraiment la tendance forte à s'enrouler autour des jambes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Moi, j'ai vu quelqu'un avoir les 30 mètres de ligne vraiment enroulé serré autour des chevilles, puis il a été chanceux parce que le vent s'est pas relevé. Puis il a nagé jusqu'à sa voile, puis ça a dû prendre à peu près 3 heures là, à dérouler ça. Puis... Sur une table de poule, ça? Hein? Sur une table de poule?
Ouais, je sais pas, c'était là. Ouais, c'est la Capatera, c'est Martin Tremblay. J'ai vu ici à la flèche, un matin comme un incident, ça fait plusieurs années qu'il y a eu ici. Quand il est tombé, ça m'en est passé. Je m'en vais à la flèche. Je suis allé mettre l'hiver à 150 pieds de la route, je le suivais. Il a nagé par savoir, il ne s'en est même pas aperçu. C'est exactement ce qui est arrivé quand il a réussi à nager jusqu'à moi, il l'a sorti. Il n'aurait pas pu se défaire tout ça. À cause de la misère à défaire ses lignes. Ouais, ça fait très attention. Les lignes, Benoît, Michel en a parlé au début, les lignes, c'est une partie du danger du kite. C'est-à-dire que les lignes sont très solides, sont très petites. Partout où il y a de la corde et de l'eau, c'est ça, c'est un danger. Fait que le couteau est un must. Je reviens au largage. Larguer son kite, c'est ça, il faut le pratiquer, il faut le faire dans des conditions de vent léger, idéalement avec de l'eau, mais pas trop profond. Puis idéalement, encore là, avoir quelqu'un qui sait qu'on va faire ça, puis qu'on est correct, mais qu'on pratique, puis qui peut venir nous aider. Donc, les différents systèmes, j'en reviens aux différents systèmes. La ligne avant, qui sert de lien avec le leech, c'est bon. Ce qui est important d'avoir, c'est le stopper ball. Ça doit s'installer. Si on n'en a pas sur sa barre, est-ce que tu as déjà fait ça, Benoît, installer une stopper ball sur un avant? Non, c'est pas compliqué. Ouais, c'est pas compliqué sûrement, c'est ça que je me dis. Moi, je serais pas à l'aise de le faire parce qu'il faut raccourcir l'autre ligne, l'équivalent. Il faut essayer le système, voir si ça marche bien. C'est ça, il faut calculer la longueur du kite puis que la barre puisse glisser sur toute la longueur. La mini 5e ligne, ça fonctionne bien, mais il y a cette petite chose-là que je disais tout à l'heure, que l'aile peut rester comme un peu un gros panneau dans le vent. Il y a la 5e ligne complète, que quand moi j'ai commencé à faire du kite, c'était ça, pas mal la norme, en tout cas ça va être la norme. Moi, c'est ça que j'ai utilisé pendant plusieurs années. Ça fonctionne très bien. La 5e ligne, le défaut, c'est que c'est une 5e ligne. C'est une ligne de plus à démêler, à accrocher. Puis, c'est probablement amélioré depuis, mais le défaut dans le temps, c'est que ça pouvait s'enrouler autour du kite. Puis, c'est le kite. Ouais, là, on a vu la 5e ligne, au moins petit. Ouais, c'est ça. La 5e ligne participe un peu au. Ouais. C'est sûrement mieux que ce test, c'est des bons systèmes aussi. Ça enlève vraiment là, la puissance du kite de manière efficace. Parce que contrairement à la mini 5e ligne, la 5e ligne elle est située souvent plus au milieu du kite. Fait qu'elle ça devient impossible que le kite reste comme un panneau dans le vent. Il va toujours pivoter, il va toujours enlever toute la puissance. Une petite gorgée de café. Attends, il n'a pas pris, il l'a fait. Oui. C'était écrit, OK, c'est correct. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser le couteau? Quand est-ce qu'on coupe les lignes? Quand ça fait mal. Hey, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a une barre là, qui ne tient pas, là, qu'on pourrait essayer de couper. On pourrait essayer de couper des prélignes. Moi, j'aurais été curieux d'essayer de couper les prélignes, là, qui sont grosses avec les petits couteaux là, qui donnent avec les harnais, là, qui ressemblent à des choses pour ouvrir des peignes de lait. Je ne sais pas à quel point on peut couper des prélignes avec ça. Ça serait à essayer. Moi, j'ai une autre barre. C'est un exacto, ça fait ça? Ouais, ça ferait. C'est vrai, un petit exacto. Sauf que c'est en cas d'urgence, c'est de sortir la lame pour permettre d'utiliser. Ah, il y a d'autres couteaux. Ah, ben là, avec les gants, ouais. Ouais, ça ferait un bon couteau. Idéalement, c'est ça. Le couteau, là, plus comme. Style kayak. Un couteau, style, les gens qui font de la rivière, de l'eau vive, ont un couteau sur leur veste de sauvetage. Ça, c'est plus accessible. Puis ça vient à bout de n'importe Si à la rigueur, tu vas couper les lignes, mais il y a assez de lames, tu peux te tuer. Tu raccourcis ta souffrance. Ah, Jerry. Ça fait le tour du volet équipement. On va y revenir tout à l'heure, comme je disais, à la fin de la présentation. On va regarder différentes barres, on va essayer les systèmes. S'il y en a qui ont des quêtes qui ne savent pas trop s'ils sont fonctionnels ou ils ont des questions par rapport à leur équipement, ben moi je vais rester ici disponible pour regarder ça. Le volet comportement, communication. Premièrement, comportement social en général. Je voudrais féliciter les adeptes du kite. À date, tout le monde est vraiment respectueux de l'environnement, sont respectueux des autres utilisateurs. Je parle pour ce que je vois là, dans la région. Les gens la population en général perçoivent le kitesurf comme un beau sport, comme une belle activité, tout ça. Puis ça, c'est justement parce que le monde qui le pratique sont respectueux. Les gens entre eux s'aident beaucoup aussi, ça c'est primordial pour que le sport continue à évoluer en toute sécurité.
c'est ça, il ne faut pas hésiter à aller aider quelqu'un d'autre ou à demander de l'aide. Les kiteurs sont vraiment serviables, s'entraident beaucoup. Les priorités, je vais parler, c'est ça, les priorités sur l'eau puis sur la plage en kite. Je voulais amener un petit poster, là, mais j'ai ça dans mon livre, là, des images, si vous voulez voir. Je vais vous dire quelques situations. Si vous pensez à d'autres situations, dites-moi là, je suis bien ouvert. Les règles de priorité en quête vont souvent découler du gros bon sens. Souvent vont découler aussi là, du principe où quand on voit, la personne qui voit l'autre va céder la priorité à quelqu'un qui ne voit pas. Si, exemple, je suis derrière quelqu'un, puis elle ne me voit pas, donc je vais lui céder la priorité. Il y a aussi le principe de base que la personne qui est la plus manœuvrable va céder la priorité au moins manœuvrable. Okay? Donc à partir de ces principes-là, je vais vous poser des questions, vous allez me dire qui vous pensez qu'il y a priorité dans certaines situations. Oui, ça c'est la seule situation où il n'y a pas de logique, il y en a un qui voit plus l'autre, c'est quand il y a deux personnes qui vont face à face, c'est ça, c'est la main droite avant. Souvent les barres vont avoir un petit rappel dans le sens qu'on met le rouge à gauche. Fait que si on se dirige vers sa main gauche, vers le côté rouge, il faut voir comme un CD. Il faut se dire, bon, on n'a pas priorité. Fait que sinon, exemple, je vais me mettre dans votre sens, là, j'ai un vent comme ça, okay, je vais être vers ma gauche, et vous autres, vous allez derrière moi dans la même direction. C'est qui a priorité? C'est toi. C'est ça, exact. Parce que vous me voyez, moi je vous vois pas. Souvent, l'hiver, même l'été, on se risque entre amis de faire un dépassement au vent de l'autre pour le chatouiller un peu dans ses lignes. C'est très dangereux, mais encore plus à le faire à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est toujours mieux de le passer avec un vent qui ne vous fera pas diriger, qui ne fera pas que le gars ne vous a pas vu, puis il va vous rentrer dedans parce que justement, vous le dépassez sous son vent. On appelait ça dans le temps faire les poignées. Là. Le gars, il s'en allait en poignée, puis nous autres, on passait en dessous des poignées avec les poignées qui te cognent sur le casque. C'était bien comique, mais avec de l'âge et du respect, maintenant, on s'aperçoit qu'on faisait un jeu très dangereux. S'il arrive une survente, l'autre, c'est sûr qu'il va dégager vers vous. Donc, passez-le au vent. Si vous n'êtes pas capable de passer au vent, bien, passez-le pas. Qui se met la roulette russe. Sous le vent, descendez vraiment en bas de son cerf-volant, parce que s'il tombe, il va vous envoyer son cerf-volant sur la tête. Puis ça, il suffit que tu passes à côté de quelqu'un qui n'est pas habitué pour le rendre nerveux. Puis tu le rends nerveux, il perd sa planche, il tombe sur le nez, son kite va à terre. Puis toi, tu es dans sa ligne de tir. C'est pour ça qu'il faut avoir une longueur de kite en dessous de lui ou en haut, ce qui est plus prudent. Merci, Benoît. Longueur de corps. Longueur de corps, kite. Oui, c'est ça. Une autre situation. Je veux faire un jump, oui, Camille? Est-ce qu'il y a des signes établis comme quand tu arrives, tu es en buggy ou en ski, là, moi je tourne, là, puis je sens qu'il y a quelqu'un en arrière. Est-ce qu'il y a des signes établis? Avant de tourner, peut-être faire ça, je dis ça de mémoire. Il n'y a rien d'officiel avant de tourner. Avant de tourner, si je sens qu'il y a du monde, je fais toujours ça. Ah, OK. Puis quand je danse aussi. Je me pratique. C'est l'habitude. Ça qui est souvent suivi. Tu fais ça, mais avant de tourner, tu regardes quand même. C'est sûr pour voir que lui, il a bien compris ton mouvement. Tu vas dire, yes, sir. Il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas. Non, je veux dire, on décide de tourner sans regarder, c'est pas important. C'est comme à la baie, il y a une légende. Il faut traverser la ligne de vieux avant d'aller au large. Oui. Quand on a entendu ça, moi, je ne vais pas souvent à la baie. C'est nous autres, ça. À un moment donné. Les priorités aussi là, de navigation, de ne pas suivre quelqu'un. Tu arrives derrière quelqu'un, on ne le suit pas pendant un kilomètre en attendant, justement, en attendant que lui décide de tourner parce qu'on va être dans ses jambes. Si on arrive derrière quelqu'un, on change de direction. Dans le fond, si on arrive derrière quelqu'un, souvent c'est parce qu'on va plus vite. C'est lui qui a priorité, il ne nous voit pas arriver, fait qu'on tourne et on s'en va. Si, exemple, je veux faire un saut, est-ce qu'il faut que il faut que je regarde avant de sauter? Sous le vent. Sous le vent. Sous le vent. Au vent, non?
Normalement, la personne derrière, en cédant la priorité, devrait tenir une distance correcte, au moins une longueur et demie de corps. Mais avant de faire un saut, quand on fait un saut, on lève le kite assez rapidement dans les airs, fait que ça peut être bon de regarder. Il faut tenir un dégagement de 30 mètres derrière, assez loin devant. 50 mètres. 50 mètres. Surtout si quelqu'un essaie de vous passer sur le vent, au même moment. Après ça, par rapport à quelqu'un qui surfe une vague, moi je surfe une vague, puis il y a quelqu'un qui s'en vient avec sa main droite devant. Moi je surfe une vague. La priorité, le surfeur, pourquoi? Parce qu'il est moins manœuvrable. Mais ça s'appelait justement au lac ou à la flèche, c'est pas des vagues d'océan? Ça. Je dirais que c'est la logique, là. Ouais, je pense que ça s'applique. Ouais. C'est sûr que c'est une vague, ça te grosse. Il faut qu'elle essaye plus qu'un pied. Oui, Michel? Si moi je suis au vent, le vent vient dans le dos. Normalement, la personne qui est en bas devrait penser à baisser son carré. Souvent, ça se fait pas. Parce que la personne ne le sait pas, c'est sûr. Tu n'as pas envie de plier. C'est important de baisser. Parce que quand tu es au vent, tu ne peux pas lever ton carré. Donc la personne, naturellement, c'est d'y penser, réfléchir. Que quand tu es souvent, il y a quelqu'un que tu rencontres, tu baisses un peu ton carré. Deux vagues, ça fait bien. Après ça, un body dragger ou un élève par rapport à un kitesurfeur d'expérience. Exact. C'est ça. C'est le moins manœuvrable qui est priorité. Quelqu'un qui est en train de se décoller sur la plage puis qui veut sortir versus quelqu'un qui ride sur l'eau qui veut rentrer. C'est ça. Il est encore à pied, il ne veut pas retourner au large, faire un tac rapidement, c'est ça, il faut qu'il sorte. Puis en plus, il est sur le solide, on sait que c'est au bord que c'est le plus dangereux, hein? Les obstacles sont là. Fait que le vent est souvent plus rafaleux aussi, fait que c'est ça. C'est la personne qui décolle qui a priorité sur lui qui ride. Après ça, est-ce que vous avez des idées de situation? Je pense que ça peut être des situations intimidantes, des fois, des vidéos, en B pour l'époque, la place. Pas beaucoup de place. Bon, comment est-ce que tu trouves ça, tout ça que vous disais tantôt? Certains donnent le show sur le bord, il y a des caméras, je pense peut-être ici. Parce que ça arrivait quelquefois à B que du monde, des débutants arrivaient et ne voulaient pas s'envoyer, ils voyaient pas de place. C'est ça. Être débutant, ça veut dire avoir besoin de place. C'est ça, fait que, tu sais, c'est assez grave. Autant pour le débutant que pour le gars qui. Il n'y a pas de place établie pour faire son show ni pour débuter. Fait que les deux peuvent aller plus loin, là, je pense. Il faut surtout se rappeler qu'on a tous été débutants. Oui, se souvenir comment on se sentait là, quand quelqu'un venait tourner alentour de nous autres et qu'il faisait des simagrées. Il faut tous se souvenir de ça. Là. On a tous passé par là. Être tolérant. Puis quand on a envie de crier après quelqu'un, on fait une gorge d'eau. Plein de familles. Il n'y a pas de problème encore, il n'y a pas d'accident. Mais en l'autre, on crache son tête, ça vous nous interdire. C'est ça. Ce qui peut arriver, c'est que si on se fait amener un accident quelque part puis se barrer l'accès, ben, pour avoir l'accès, ça va être difficile. Puis si on a l'accès de nouveau, ça va être conditionnel à avoir des règles, une zone préétablie, des certifications comme un peu en Floride. Il y a un certain site que ça prend une carte ICAO qu'il faut se faire évaluer pour avoir accès. Puis tout ça implique plein de. Même des fois, à la version des gens, il y a une femme avec 2-10 enfants. C'est pas vraiment sécuritaire. C'est ça. Mais normalement, c'est eux qui ont. Ben, c'est bien de les avertir, mais ça reste que ça va toujours être les autres utilisateurs qui vont être prioritaires sur les kiters. Oui? Moi, j'ai un point, Hugo. Pas par peur d'être leader aussi sur la plage. Quand quelqu'un qui est un jambon, c'est pas d'arriver et de dire que t'es un jambon. Mais c'est là, la situation est dangereuse. Parce que des fois, là, moi, ça arrive une couple de fois, je n'ai pas dit que je voyais une situation, il est arrivé des babylons. Je veux dire, c'est dangereux ce que tu fais là. Puis habituellement, si t'es poli, tu as déjà une réaction des gens. C'est vraiment un sport extrême. Puis, je pense qu'il faut être tous leaders de la gang. Là. Même des fois, on ne sait pas tout le monde qui a des facilités à parler, mais il
faut vraiment s'exprimer et dire aussi. Exact. Oui, André? Moi, ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est des fois aussi faciliter la prise de décision à l'autre en faisant des actions plus claires. Dans le sens, moi, ça arrive des fois, je vois quelqu'un qui, on va dire, qui commande, puis je vois qu'il vient de se tourner. S'il vient de se tourner, c'est parce qu'il veut s'en venir vers moi, puis pour y mettre ça facile, je me vire tout de suite, puis je fais signe. Regarde, viens-t'en, il n'y a pas de problème. Plutôt que de risquer que même si je sais que j'ai ma priorité tribord à mur, puis je suis au vent, lui, possiblement qu'il ne sait peut-être pas, fait je me tourne. Puis pour ce qui est des décollages, là, moi je suis rendu, je me dis, regarde, on va me prendre un numéro, parce que des fois, tu en as un, tu vois qu'il se décolle. Même si je voulais débarquer là, ben, je vais attendre, mais je ne vais pas attendre là, je vais attendre au large. J'attends mon tour. Fait que des fois, c'est par des actions comme plus claires que ça facilite. Il y a nos intentions, hein, c'est ça. Plus on est clair dans nos intentions, plus c'est sécuritaire. Souvent, les étudiants, les gens qui apprennent aussi, vont avoir tendance, en croisant quelqu'un d'autre, même s'ils sont un peu sous le vent, vont lever leur quête à midi, vont faire un stop. Ça peut être désagréable là, quand on est habitué, mais c'est quand même un comportement qui est sécuritaire, dans le sens que les débutants ne sont pas solides sur leur planche, puis ils préfèrent, en cas de doute, ralentir leur vitesse, puis faire un stop, garder le contrôle. Fait que ça, c'est ça. C'est bien plate là, quand on arrive, qu'on se fait lever un kite, mais il faut être, indulgent. Après ça, oui. Moi, quand j'ai commencé, c'est le coaching. Ça, je peux dire merci à tout le monde du club. Moi, j'ai eu l'aide au début pour commencer. Puis c'est justement, comme Steven disait, c'est parce qu'il y en a qui ne sont pas gênés de te dire que tu as agi comme un jambon, que tu n'as pas fait les bonnes affaires. C'est comme ça que tu finis par apprendre. Puis nous autres, on est chanceux, je trouve, parce qu'on est une petite communauté ici. C'est pas long qu'un nouveau, on le connaît, on se connaît, on rentre dans la gang. On est chanceux pour ça ici, mais c'est pas partout comme ça. Exact. Et aussi, toutes les règles que vous parliez tantôt, le civisme, vous savez, j'espère que vous savez à quel point notre sport est fragile au niveau des spots, comme on disait tantôt, puis tout. Le civisme, dans tous les sens, le terrain, le parking de l'auto, les accès, le monde qui sont là depuis des années, qui se font bronzer sur ta plage-là, puis ils reçoivent une quête sur la tête, etc. Là, de travailler en fonction tout le temps, puis de ne pas oublier cette règle-là, parce que si on perd le spot comme, on pourrait dire, le Grand Lac, entre autres, ou à la baie, il y a 2 ans, je pense, on a lu des kitesurfeurs courent après les bernaches, les ornithologues travaillaient pour fermer le spot à la baie. C'est impensable. Mais oui, ils auraient pu réussir parce qu'en fait, ils sont plugués, les autres, ça fait 100 ans avec le gouvernement, si on veut, ou avec les municipalités. Fait que c'est pour dire à quel point notre sport est fragile. On est encore un sport qui n'a pas 20 ans. Et de plus en plus, le nombre augmente, puis les parkings n'ont pas grossi, puis les plages n'ont pas grossi. À Montréal, on restait bête il y a 5 ans de dire « Hey, à Oka, ils veulent fermer le spot, il y a trop de monde, ils ont mis des règles incroyables, pas plus que 15 chars sur le parking, ils vont marcher un demi-kilomètre puis 1 kilomètre pour venir faire du kite. Si on ne veut pas que ça devienne comme ça, il faut que tout le monde travaille en fonction du civisme et de la sécurité, bien entendu. C'était tout. Merci Benoît, oui. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que Carole y a dit. Moi, j'ai intégré le club cet été, j'ai vraiment été témoin de pratiques sécuritaires, de beaucoup d'aide. Je voulais remercier vraiment tout le monde qui m'avait aidé. Parce que c'est vrai que c'est vraiment un beau club sécuritaire qui s'entraide, qui partage ses connaissances. Vraiment le chapeau pour ça, tout le monde. Mais vraiment aussi, merci au club, à tout le monde. Dimanche à Longrive, là, quand ça a fini, quand le vent baissé, si sur le bord, là, ça ressemblait à un aéroport, ça rentrait tout. Quand le vent était en train de baisser, puis on voulait tout rentrer. Il y a des situations, des fois, particulières. Ouais, des fois, où les règles de priorité, c'est ça. Non, mais on voulait tout rentrer, là, si le vent est en train de tomber. On peut lui conseiller aussi de prendre des cours. Hein? Si quelqu'un a de la misère, là, on peut lui dire que quelqu'un qui donne des cours, puis ça pourrait l'aider beaucoup. Exact. Ça doit être ton truc à l'école, hein? C'est primordial de prendre des cours, même si vous savez déjà kiter, il faut venir me voir au moins une fois par année pour un week-end à 3 heures. Minimum. Merci à Bob aussi qui s'obstine pour qu'on se parte tous de reculons ces spots. C'est une bonne idée. J'essaie d'y penser, même chez nous, là, depuis
Fait que se stationner le reculon, c'est une petite action, mais ça commence bien une ride. Là, quand on arrive, on voit mieux, puis c'est ça, c'est plus sécuritaire. On sent l'alcan. Chez Bell, c'était obligatoire, parce ça. que quand tu recules d'un entier, tu peux tuer un enfant. Si tu rentrais de reculon, tu le voyais. Fait que, y a-t-il d'autres choses? Oui, j'ai d'autres choses. Concernant Saint-Gédéon, oui. On m'a déjà dit que où il y a le drapeau, là, les cailles devraient se tenir du côté nord de ça. Non, ben, en fait, le drapeau devrait servir de point de rassemblement. Il faut se rassembler le plus proche possible du drapeau pour s'agréer. Un coup sur l'eau, puis se mettre à l'eau, puis se décoller, tout ça. Un coup sur l'eau, il n'y a pas vraiment de part de la zone de baignade. Non, c'est ce que le monde pense, mais c'est vrai que c'est plus par là, plus vers le nord, il n'y a pas de problème vraiment. Tandis qu'à gauche, il y a un camping qui est vraiment étanné des kites. Fait que, après ça, ça m'amène à penser à un point. Les décollages, tantôt on va reparler des auto-récupérations, donc atterrissage en autonome, atterrissage autonome, atterrissage et récupération de son kite en eau profonde comme au bord. Il y a différentes techniques. Il y a un principe de base en fait, puis les décollages autonomes aussi, il y a différentes techniques. Le drapeau à Saint-Gédéon ou un ancrage pour se décoller, accrocher son chicken loop sur un ancrage puis aller décoller son kite, est-ce que tout le monde considère que c'est sécuritaire comme pratique? Non. Faut être sûr de l'ancrage. Oui. Oui. Parce qu'il y a une personne qui peut faire la meilleure avec toi, avec ta voile. Oui. De cette manière-là, c'est très sécuritaire. OK. Moi, j'ai rien dans mes notes là, par rapport à ça. Mais personnellement, je ne vois pas pourquoi ça pourrait être dangereux, dans le sens qu'il n'y a personne d'accroché sur le kite, tant que l'aile n'est pas en bord de fenêtre, là, chargée, prête à décoller. Oui? Il y a un point que Sonia m'avait dit à moi cet hiver, là. Oui. Quand on arrête de même, moi je décolle, je mets ça avec une corde au niveau. Ouais. De tout le temps enlever ton petit power, enlever la puissance sur le kite, il est beaucoup plus stable. Ouais. Parce qu'il est en puissance, puis le vent il va se tirer, il y a une poche de vent, il va partir en haut, puis ça peut être dangereux quand tu es en train de t'accrocher. C'est sûr qu'il faut avoir l'espace nécessaire. Il faut garder en tête que le kite il peut effectivement parcourir toute le bord de fenêtre, là, toute la fenêtre devant. Fait que s'il y a du monde à droite et qu'on décolle à gauche, ben ça. Puis même quand on se fait aider pour l'atterrissage, moi je pense que ça, puis tout le monde me l'avait dit, la faire aider, c'est beaucoup plus sécuritaire pour pouvoir. Enlever la puissance. La personne qui donne le coup de Ouais. Ouais. Les accidents, c'est comme en parapente, c'est au décollage à l'atterrissage, c'est Exact. fréquent. Exact. C'est une façon d'éviter les situations. Oui. Effectivement, l'atterrissage au décollage, c'est là que c'est plus dangereux. Oui, bon. Ton leach, Oui. quand tu décolles, Oui. ok, c'est une question. Oui. Tu veux dire, ton leach, tu ne l'attaches pas. Tu montes, ok, tu as ton chicken loop, tu montes ta voile quand tu es en contrôle. OK. Tu attaches ton leach? Non, leach après, accroché avant de décoller. Avant de décoller et après avoir atterri. OK. C'est parce que si t'arrive quelque chose, tu as juste une action à faire. Clone, tout part. Oui, tout part et tu peux mettre d'autres gens dans Tu peux mettre d'autres gens, OK. Le leach sert à justement avoir une étape de plus entre toute part puis je veux enlever la puissance. OK. Ouais. Après ça, oui, Sylvie? Oui, j'avais vu une petite note. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. C'est sûr qu'il faut être conscient que c'est un risque de plus. Okay? C'est quoi la question? Si un leach de planche, c'est recommandé, c'est sécuritaire. Il y en a qui l'utilisent, c'est sûr que c'est un risque supplémentaire. C'est une corde de plus. C'est quelque chose qu'on a à faire avant de décoller, qu'on est sur la plage, qu'on est donc à risque plus que dans l'eau. On prend notre leach, on l'accroche. C'est une étape qu'on peut se passer. Il faut être dans l'eau le plus vite possible pour s'éviter le plus de risques. Puis le body drag pour aller récupérer sa planche fonctionne très très bien quand on le pratique le moindrement. Moi, j'ai jamais perdu de planche. Puis c'est mieux de s'habituer à faire le body drag et de s'en passer. Ça peut être très aidant au début de ne pas courir après sa planche.
Mais moi, je ne le suggère pas. Puis c'est pas suggéré non plus au niveau de l'ICAO. Oui. Pour aller dans ce sens-là, commercialement, on en vend des leads. Et quand j'en vends un, moi je dis aux gens, c'est un choix de vie parce que il ne faut pas que tu aies un leech. Ceux qui en ont systématiquement, c'est le leech. D'abord, comme tu dis, c'est un danger de plus parce que quand tu es déjà à 25 nœuds là dans ta voile, tu t'attaches ton truc et ça ne marche pas. Tu as besoin souvent d'aide pour le faire. C'est un deuxième danger. Puis si tu fais du free ride, bien smooth, puis tu es mal à l'aise avec ça, c'est correct. Ça ne devrait pas devenir une béquille. On peut l'avoir peut-être dans certaines conditions ici au Saguenay, quand le vent est est, que la marée descend. C'est sûr que tu ne peux pas aller sur la planche, tu auras beaucoup de difficulté à récupérer une planche. Ça peut être une bonne place pour le mettre. Mais de toute façon, quand tu rades avec des gens, dès que tu vois quelqu'un qui a un kite en l'air à plus que 13 secondes, normalement, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir la personne. Donc, il va te dire, ma planche est là. Donc, on va faire une récupération de planche, tu vas les ramener de la planche. Il n'y a pas vraiment de problème à ne pas avoir de leech. On peut en garder un sur soi, mais c'est bien de faire l'exercice de ne pas l'utiliser souvent. Du monde qui font des rotations, qui font un peu de freestyle avec un leech, c'est très dangereux. Parce que si tu fais une rotation, tu fais tes lignes, tu perds ta planche, ça s'en mêle, c'est terminé. Ça prend dans tes lignes, tu as un tour, ta voile est plus utilisable, puis elle peut être même dangereuse. Puis évidemment, on parle d'un leech de planche qui est rétractable. Là. Sinon, tout leech autre que ceux qui sont vendus exprès pour ça sont là. Non, exact. Peu importe la longueur, c'est déconseillé. Je voudrais parler des signes. Il y a les petits signes qu'on connaît tous pour atterrir sa voile. Je suis prêt à décoller. Moi, ce que je dis dans mes cours par rapport à ça, atterrir sa voile, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, mais quand on est prêt à décoller, avant de faire le signe du pouce, là, il y a quelqu'un qui tient notre kite, n'est-ce pas, dans le bord de fenêtre. Nos lignes sont sous tension. C'est le moment ou jamais de faire un petit check-up de nos 4 lignes qui vont au kite, à voir s'il n'y a pas un avant qui n'est pas coincé dans le petit coin en arrière, ou si dans une souche, ou si c'est mêlé. Notre chicken loop, à savoir, y est-tu bien accroché? Parce que notre chicken loop, même quand la paille est mise, des fois, il peut se décrocher et avoir l'air un peu accroché, justement, à cause de la paille. Fait qu'on fait un check-up de notre chicken loop, notre leech, nos 4 lignes. Puis quand on est prêt, on s'assure aussi d'être bien placé dans l'angle pour la fenêtre devant. Puis après, on fait thumbs up. Si on n'est pas prêt, ne jamais faire à tant de minutes. Je me suis déjà fait avoir. J'étais à tant de minutes, la personne, ça de loin, là, ça ressemble. Mais si on n'est pas prêt, on fait rien. Puis la personne, normalement, qui tient kite, attend le signal du pouce là, avant de décoller. Après ça, si on est dans le trouble, qu'est-ce qu'on fait comme signal? À part le sifflet, là, qui est une très bonne idée. Des grands signes de bye-bye comme ça. Oui, exact. Les 2 mains ou une main, là. Oui, Benoît. Un autre conseil que je voudrais vous donner, un peu comme en plongée, on fait toujours de la plongée copain-copain. Moi, quand je navigue, si je suis avec quelqu'un ou pas, mais quand je navigue avec quelqu'un, j'ai toujours un œil dessus. Ça ne fera pas une demi-heure qui va courir après sa planche quand je vais avoir été l'aider. Je vais l'aider, c'est sûr, qu'aux 2 minutes, 5 minutes, je regarde où il en est, sa position, tout a l'air correct, puis je continue à rider. Puis quand je suis avec du monde, même si je suis parti tout seul au travers d'un groupe, ceux qui sont à proximité, je les regarde par leur position, tout ça. Et à la seconde que je vois quelqu'un qui est en natation avec son kite, je vais me positionner au vent de lui pour regarder s'il s'en sort. Puis je reste, tant qu'il n'a pas eu sa planche, je vais rester à côté. Pas pour me faire dire merci puis d'avoir ramassé des planches souvent. C'est parce qu'en fait, je surveille ça. Parce que, c'est choquant de perdre sa planche, mais c'est encore plus choquant de se retrouver plus loin dans le trouble si on est dans le courant du Saguenay, si on est obligé de larguer son kite ou quoi que ce soit. Si la sécurité devient plus importante, je vais être là parce que je surveille ça. C'est pas pour m'attirer des merci, c'est parce que je tiens au sport, puis je tiens à mes amis aussi, puis bien entendu à ce qu'on s'amuse. Puis c'est dole en maudit nager pour aller trouver sa planche quand ça marche pas comme on voudrait. Et des fois c'est facile, je fais juste naviguer autour, puis je surveille. Mais quand il y a besoin que tu ramènes sa planche, puis il n'a pas eu à nager pendant 15 minutes dans l'eau qui n'est pas trop bonne à boire, il est content, puis moi aussi, on peut naviguer ensemble puis s'amuser. Fait que naviguer copain-copain, même virtuel, dans le sens que tu ne le connais pas, mais tu vois qu'il est dans le trouble, c'est de porter assistance rapidement, puis comme ça, ça ne dure pas longtemps
le petit moment pénible. C'était... Merci. Michel? C'est dans le même sens que mon Benoît. C'était un point que j'avais décidé de parler ce matin. C'était le point principal. C'était quand tu es sur une scène, on va dire, d'incident, soit une perte de planche, une perte de contrôle du quai, ça se passe très très vite, les événements. Une gorgée, deux gorgées, puis on ne sait plus où est-ce qu'on est. C'est ça, c'est de toujours rester en contact avec la personne proche. Je pense que c'est la première chose, la première règle à respecter. Rester proche. Surtout, assez proche. On s'entend quand je dis proche, d'abord on se met pas en situation pour qu'on soit deux en situation de danger. Alors on se met à une longueur et demie de ligne de la personne, mais assez proche pour être capable de l'aider au besoin. Si la situation change dramatiquement dans la minute ou dans la minute, ça peut aller vite. Alors, dans la seconde. Des secondes, c'est ça. Si la personne est obligée de lâcher son kite et il y a 3 pieds de vague, vous allez voir que c'est très dur à voir quelqu'un à la dérive. Je l'ai vécu un peu en bateau, j'ai perdu une grosse flotte orange de sécurité. Puis ça faisait 1 minute que je l'ai perdu, puis j'étais tout seul, j'ai pas pu dire à quelqu'un, surveille-là. J'ai fait une manœuvre pour aller la récupérer, je ne l'ai jamais retrouvée. Dans 3 pieds de vague, une bouée orange. Mais imaginez-vous quelqu'un qui n'a même pas de flotte, puis il est habillé, bien entendu, en wetsuit de couleur foncée. On le perd de vue, puis c'est pas long. Donc, si déjà on est en alerte, la personne est en situation, ben, on peut l'aider, puis on va l'avoir en visuel. Si on s'en va au loin, puis on revient, puis on retrouve juste le kite, la personne l'a largué, là, ça devient un problème de retrouver et d'aider la personne. C'est sûr qu'idéalement, il faut garder en tête que faut s'arranger pour ne pas avoir besoin d'aide, OK? Dans le sens que si on a besoin d'aide, c'est parce qu'il y a eu un manque à quelque part. Ça arrive à tout le monde. On a tous déjà eu besoin, puis ça va continuer. Mais à chaque fois qu'on a besoin d'aide, ça implique quelqu'un d'autre. Ça change. Ça peut mettre en danger, nous mettre en danger plus. Si notre quête est encore dans les airs, deux personnes proches, c'est dangereux. Si le kite n'est plus là, puis c'est une personne à remorquer au bord, ben là, c'est pas tellement dangereux. Amener une planche à quelqu'un d'autre, c'est quand même un exercice qui demande de la piloter. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. La personne qui a perdu sa planche n'est pas en danger non plus. Il ne faut pas non plus aller se mettre en danger pour aider quelqu'un qui ne l'est pas. Il faut vraiment attendre. Là. Oui, rester proche, tout ça, avoir la tendance à aider, c'est bien correct, mais il ne faut pas non plus aller se mettre en danger pour du matériel ou pour aider sans qu'il y ait besoin. Moi, j'ai souvent vu des fois du monde vouloir aider puis que ce ne soit pas nécessairement nécessaire. Puis dans ce temps-là, ça peut être pire que bien. Fait que c'est des bons points, Michel et Benoît, mais il y a juste ce petit commentaire-là que je l'ai ajouté. Oui. Ben, tu dis un petit peu quand même, c'est pas de quoi tu parles, mais je trouvais ça un peu de secours parce qu'il faut pas être employé pour demander de l'aide. Oui, effectivement. C'est vrai que ça peut être bien, effectivement. On parlait des fois de relâcher cette vérité. Larguer son quai. Ouais. Moi, je le fais souvent donner, je suis sûr. Ouais. Pour alléger votre problème, je suis en 14, ça s'atterrit quand même de certain. Quand tu arrives, tu es en 9, qui vend 25-40 km, atterrir, tout ça, des fois, c'est tout touché. Fait que tu laves, tout simplement, tu récupères, tu arrives à le monde n'a pas le brisé. Non, c'est ça. Idéalement, c'est possible de faire ça dans l'eau aussi. Là, avant d'arriver au bord. C'est ça qu'on va voir la technique tantôt pour aller récupérer son kite quand on est tout seul. C'est pas mal là qu'on est rendu, je pense, selon moi. En fait, je vais vous l'expliquer, puis on va le faire après là, avec une barre. Oui. Là, tu parlais de l'arrière. J'ai largué la semaine passée après. Oui. J'ai pratiqué. Puis, moi, j'avais une 13 mètres. Puis, j'avais mes allants, j'en venais 7 tranquillement. Puis là, quand je suis tiré à l'envers. Ouais. Et là, à un moment donné, là, depuis le c'est pas mal, ouais. C'est quel système que toi? Moi, j'ai une Cabrina. OK, une 5e ligne. C'est un des défauts aussi. Je parlais de rester en panneau, ça peut aussi se mettre à voler à l'envers. Toujours, j'ai vu un gars, il y avait une Cabrina, puis il a pris une de ses arrières. Ouais. Puis, idéalement, c'est pas aller dans ses coches. Il a tiré son arrière, son aile s'est mis sur côté. Fait que ça, c'est préférable de faire ça. Je l'ai pas encore pratiqué. Ben, un arrière, théoriquement, si on prend juste une ligne dans nos mains, on n'a pas de puissance. Mais dans le début, qu'on tire sur l'arrière, il y a un problème.
on ne tire pas 15 mètres d'un coup. On tire juste un peu à la fois. Fait que, c'est des manœuvres un peu qui peuvent être, qui sont pas suggérées. En fait, on est toujours supposé utiliser le système de compagnie là, qui sert à. Puis si l'aile à part à chauve-souris, ben, on attend. Là, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment donné, avant de tomber, ça peut tirer pas mal. On ne tire pas non plus sur une ligne pour aller chercher son kite. La technique, c'est ça, je vais vous l'expliquer, c'est qu'on commence par larguer son kite, que ce soit la 5e ligne ou la mini 5e ligne. En fait, Sylvie avait un point, hein, je pense. OK. C'est ça, la mini 5e ligne, la 5e ligne ou la ligne avant, on largue. Notre barre s'en va jusqu'à la stopper ball. Après ça, on retourne à notre barre en tirant sur notre mini 5e ligne ou sur notre avant. Rendu à la barre, on la pousse, on s'assure qu'elle justement elle est au maximum. Il faut qu'elle soit rendue au maximum pour être sûr que le kite ne redécolle pas. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on n'enlève jamais la tension dans cette ligne-là qui est sous tension, qui est la seule à disposer sous tension. On prend la barre dans nos mains, on garde la tension dans cette ligne-là, on l'enroule sur un bout de la barre pour pas qu'elle reprenne sa place. Puis là, un coup que c'est bien enroulé, on peut l'enrouler au complet, ça va être ça de moins qui traîne dans l'eau. Quand elle est enroulée bien comme il faut, là, on peut rouler nos 4 lignes. Fait qu'on a jamais, ou presque, en tout cas, on a le petit bout là, pour aller récupérer sa barre, puis on a une ligne dans nos mains. Mais quand on a une ligne seulement dans nos mains, il peut arriver, le kite, il bouge, puis tu sais, ça peut tirer quand même. Fait que ça peut être, faut pas s'enrouler une ligne autour de la main, pas besoin de vous le dire, mais ça peut nous glisser dans les mains, faire mal, fait tout ça. Fait que c'est ça, on roule, à partir du moment où on a enroulé notre ligne sur le bout de la barre, on roule nos 4 lignes à l'aide de la barre. Fait que là, avec la barre, on peut s'aider. Si ça tire un peu, ça permet de mieux rouler les lignes. Michel, t'avais un point? Non, c'est bon. Fait qu'on va, c'est ça, on va le faire, on va dérouler des cordes. Ici, on a un bel exemple, pour revenir un peu sur le matériel, de veste sécuritaire, sifflet, couteau. Elle doit être, être approuvée, toute. C'est ça les lignes qu'on peut couper, c'est ça? On peut essayer. On peut faire le test. On va regarder une barre. Ça peut aider, coupe-là. Pas celle-là. Ouais. Ça va. Puis il y a aussi, quand on a récupéré son kite, qu'on soit, c'est un truc qui va servir en eau profonde, le petit bateau à voile qu'on peut se faire avec un kite. Quand on a le truc que je vous ai dit pour aller récupérer son kite, c'est un bon truc à faire en eau profonde aussi. Si on est allé se mettre dans le trouble au large, puis on attend les secours, pourquoi pas ramasser ses lignes et aller s'appuyer sur notre kite. On va avoir un beau gros flotteur pour s'accoter, on peut sortir de l'eau un peu si l'eau est froide. Puis quand le bateau va venir nous chercher, ça va être déjà ça de fait. Puis si le chauffeur du bateau, il sait pas qu'il y a des lignes, on s'imagine ce que ça peut faire. Fait que c'est ça. Après ça, quand on est rendu sur le kite, sur le gros boudin, idéalement, on met les deux boudelles vers le haut. Puis on peut utiliser le kite comme un petit bateau à voile pour se diriger à droite ou à gauche. Si le vent ne nous ramène pas au bord, un vent sideshore, exemple, je peux utiliser en tirant sur les cordes du bord où je veux aller. On se tasse un peu sur la moitié du kite du côté où on veut pas aller, on tire sur les cordes du côté où on veut aller. Si je veux aller, exemple, vers ce côté-là, je vais m'installer à gauche du kite, je vais tirer sur les cordes à droite, les arrières et les avant idéalement. Du coup, je peux prendre simplement le bout de l'aile dans mes mains, puis ça va me faire une petite traction là, qui va me tirer vers le bord. Fait que ça peut être bon à pratiquer aussi là, en même temps que tout le reste. Là. Ça marche très bien. Je l'ai utilisé 2 fois. On va sauver des bateaux. Hugo, oui? Vu que tu parles du kite pour te servir de radeau, oui. Les struts, de prendre l'habitude de débarrer justement. Parce que si, mettons, ton blade pète, tu as encore 3 struts qui, eux, vont rester avec de l'air. Parce qu'il y en a qui disent, les struts, je les barre rien quand je fais telle situation. Moi, c'était n'importe quelle situation, mes struts, je les barre. Parce que je sais jamais quand est-ce qu'ils... C'est quoi un strut? On aimerait ça voir un strut qui barre ses struts à chaque utilisation. Cécilia, lève la main. C'est bon. C'est moi qui est bon. Oui, très bon point, André. Oui, Sylvie. Bonne question.
Je me suis souvent demandé qu'est-ce que je ferais. Ben, s'il est en quête lourde vers le bord, j'irais quasiment, je pense, l'attendre au bord. Ouais. Ça dépend tout le temps de la force du vent et de la vitesse de la personne aussi, là. Mais je pense que c'est situationnel, là. Il n'y a pas de solution miracle. Moi, j'essaie. Ouais, tu te garoches sur le... Mon avis, j'essaierais de poigner le kite plus que le gars, parce qu'à vous deux, vous allez partir aussi. Là. Ouais. C'est ta risque, bien entendu, tu coupes les gars. Si tu pognes le gars, il faut que tu sautes sur le gars. Ouais, c'est ça. Essayez pas de pogner le gars comme le largueur du gars si vous êtes plus proche du pilote. Mais si le gars s'en vient, t'es deux là, pour aller agripper le gars, tu peux réussir à l'avoir. Tout dépend de la force. Il y a la même situation pareille. Le problème, c'est le cas. Mais il y a soit le... Oui, c'est une étape deux fois avec que je ramasse quelqu'un justement qui est en quête incontrôlable, qui la fâcheuse manie de se prendre de travers. Ouais. Puis dans les deux fois, je me suis garoché sur le boudin principal et je me suis pendu à terre. C'est sûr et certain qu'il ne faudra plus décoller la voie, je suis plus lourd que la voie. Ah oui? Ah ouais? Mais encore faut-il l'attraper, là. Tu sais, faut... si on est... l'attraper, ouais. Il restait plus de place, mais il était rendu sur la place. Ça, c'est fini, c'est le mur. Ouais, c'est ça, on se met en danger. Je dirais que, dépendamment de la vitesse et de la puissance, là, la première action serait peut-être d'aller essayer d'aider la personne à larguer, au moins on ne se met pas en danger. Puis si on n'est pas capable, ben là... sur le couteau. Ouais, couteau, exact. Sur le couteau. Puis c'est ça. Aller sur le kite, c'est peut-être c'est risqué, là. C'est peut-être... Ouais. Parce que quelqu'un, c'est la dernière chose que quelqu'un qui a le Ouais. temps, comme mettons, dans sa vidéo, C'est ça, c'est situationnel. Ouais. OK. Non, c'est ça. Tu n'as pas le temps d'aller voir le gars et d'aller voir la voie après. Ouais. Ah, pour revenir aussi sur les choses à faire en cas de problème, lâcher la barre. Quand le boudin passe, oui, On sait très bien que c'est pas un réflexe naturel. Hein? Au contraire, Ben. c'est l'inverse, le réflexe naturel de tout être humain. Je prends par exemple souvent mon petit gars qui il marchait d'une chaise à l'autre au bord de la terre, il a mis le pied entre deux chaises, il avait 1 an puis il s'est accroché au bord de la terre. On serre les mains automatiquement si on est surpris. Mon petit cousin, il était sur un skidoo, il a donné un petit coup de gaz, ça a bougé, il s'est accroché gaz au fond d'un arbre. Camille, c'est de qui je parle, déjà. Fait que c'est un réflexe inné, puis pour que ça devienne l'inverse, parce que c'est ça qu'on veut, en cas de problème, on veut avoir le bon réflexe qui est de lâcher, ben, c'est la pratique. C'est de le faire, puis de le refaire, puis de le refaire de temps en temps, il n'y a pas de secret. Oui, Camille? Une chose, j'y pense, là, dire aux gens, quand quelqu'un veut t'aider, tu sais, que tu as un survolant, puis il faut le tourner, puis ils s'en vont. Jamais aller dans les cordes en avant, puis toujours aller en arrière. Ouais. Je n'ai vu pris là, dans les cordes. Là. Ouais. C'est le dire, là, va-t'en par en arrière. Exact. Ils veulent t'aider, puis ils viennent par en avant pour virer. En virant, le survolant, il a passé autour du cou, puis le survolant, il voulait partir. Okay. Fait qu'il faut tout le temps aller en arrière. Ouais, Si on se fait aider par quelqu'un qui ne connaît pas ça, là. Mais même quelqu'un qui connaît ça. Ouais, tout le temps aussi, en arrière de la boîte. Exact. Ça paraît évident, là. Moi j'ai oublié d'en parler parce que ça me semble évident, mais c'est important de le dire. Ça m'est arrivé à moi. Okay. Quelqu'un voulait être gentil, il allait tourner ma voile, puis il était se mettre en avant, puis la voile a tourné de l'autre bord. Il était pris de l'autre bord. OK, fait que je vais faire une simulation. On coupe la corde? Sors le couteau. T'as le droit de toucher les cordes. Qui aime bien chasser bien. Fait bien que la gosse. Faut bien se faire le temps d'un Des peu. vieilles cordes, tu peux couper. Mais vieilles. Sont-ils encore humides? Tu viens rouler? OK, fait que j'aurais besoin de quelqu'un pour mettre de l'attention dans les 4 lignes, pour prendre les bien placés. Non, mais filme. Vas-y, vas-y. Tiens là, moi je filme. Ok, tu filmes. Normalement, il filme. J'ai eu une demande.
Cabrino, il y a un système spécial. Ils font les choses différemment. Tire-le encore. Ramène-les vers moi encore. Fait que je suis accroché au harnais. Viens encore. Mon lit, je suis accroché ici. Normal, vous te filmez. Normal, vous te filmez pas. OK, c'est beau. C'est ça, je regarde de pas voir. Ça va être le harnais. Ouais, on va aller chercher un harnais. On va avoir la perte. Bague à faire de quoi? Oui, Bob. On va tout le stock à Bob. Essayez le couteau. L'animateur était-il préparé? Hugo, on attendait que tu parlais de la technique de ramener une planche, parce que tout le monde a tendance d'aller vouloir la donner des mains. De ramener une planche à quelqu'un. Non, mais c'est j'ai vu de vrai. quoi, moi, Ouais, c'est important. Si on a à ramener, on veut aider quelqu'un qui a de la difficulté à récupérer sa planche, on va-tu essayer d'aller donner dans les mains? Non, on va aller la porter sous le vent. Sous le vent. Puis on va lui laisser. On peut aller assez loin. Dès qu'elle est sous le vent, ça va être facile d'y aller là, avec le guide. On va pas aller à tout savoir, on va tout mettre une main. À gauche ou à droite, exact. Tout à fait. Perru. Je suis certain aussi que tu l'as vu la Ouais. parce que ça m'est arrivé, il a fallu que je retourne. Ah ouais. Es-tu habitué à ça? On nomme pas le nom. Ouais, j'ai des élèves des fois qui. Ils sont pas évidents. Jules sort le couteau. Attention, Jules sort le couteau. OK, on les coupe. Casse le boudin. Quand il l'ouvre, le mal pris, coupe le boudin avec le couteau. Ça fait aussi. Il va arrêter. Moi, j'ai déjà eu un élève qui s'est ramassé avec la barre comme ça dans le crochet. Oh! C'est pas poussé par une vague, là, puis elle s'est retrouvée une main. Fait que là, quand il l'ouvre, puis pas de largage possible. Ah, c'est top. Elle allait pas vite, là, j'ai été capable de. Donne-moi là. Pas avec ça, hein? Un peu, Hugo, le reel est mal amanché. Le reel. Bon. Oui. Peut-être du livre, je le mets dans le bon sens. J'ai développé des livres installés à l'envers. Ouais, c'est vrai, ça. Ah oui, ouais. Avec le largueur à l'autre extrémité. Ouais. Tu sais, ça fait, mais pas très bien, parce que quand on va récupérer notre kite, après l'avoir largué, on va aller souvent l'actionner sans faire exprès, puis là, le kite s'en va. Puis, il est difficile d'accès. Ouais. Regarde, le largueur, il faut qu'il soit proche de nous. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, le leech accroché. Première chose à faire, c'est quoi? Je veux atterrir moi-même. Lâche la barre. Lâche la barre, c'est bon. Après? Tire ce petit café rouge. C'est ça, on blague le chicken loop là, dans ce cas-ci, un ou l'autre. Là, je tombe sur le leech. Donc là, tu vas tirer sur les arrières seulement. OK, là, la barre glisse jusqu'à la petite bille ou la séparation des lignes. Là, je suis dans l'eau ou sur terre, peu importe. Je tire sur cette corde-là. Là, mon kite il est largué, il est supposé tirer. Je tire sur cette corde-là jusqu'à la barre. Je m'assure qu'elle est allée le plus loin possible. Puis après, je viens barrer ça comme ça, grossièrement. L'important, c'est que ça tienne. Ah, il mal l'est. Là, tu marches sur l'eau? Ouais. Tu fasses semblant de nager. Ouais, tu veux ça? Oui. Normalement, là, quand j'ai fait ça, là, Ouais. le kite, là, il est supposé d'être. On attend un peu. Ouais, on attend un peu. Après avoir largué, il va se placer, là. Mais normalement, il est plus supposé tirer. OK. Mais quand t'attends qu'il tire vraiment plus, parce qu'à un moment donné, ta corde va. Longe, là. À l'âge. La corde que tu prends, là. Ouais, on va se tasser un petit peu. Ouais, un coup largué, là, larguer son kite, dans le fond, c'est juste avant que je fasse ça. Là. Ça, là, je suis largué comme ça. Mes deux mains sont libres, c'est mon livre qui. Ah, toi aussi, il est dans l'eau, là. Il est dans l'eau. Vraiment une bonne démonstration. Attends qu'elle se place, tu sais, qu'elle place la stable. Là, elle va se poser de tirer. Mais comment elle va se placer au bout? Comment elle Ben, avant, elle va tomber comme quand on la stabilise sur la table. Ou elle va rester. Oui. Si elle reste bord de fenêtre, là, ça fait quand même une action. C'est fatigant, mais
c'est d'avancer dans le kite pour les bottes. C'est ça vraiment le défaut de ce système-là un peu. Moi, je veux faire une vente extra fort. OK. Reste à bord de plan. Des fois, donner des coups aussi pour que si la barre glisse mal sur la. Tant que je fais aussi là-dessus, il n'y a pas de danger. C'est si tu prends la barre, c'est dans le premier livre. Ça va jusqu'à date. Ramène ça, ramène ça, ramène ça. On s'assure qu'elle est allée le plus loin possible. On vient la barrer en place. Là, pendant ce temps-là, je suis le quête. Allez, viens en avant! Fait que là, est-ce que je peux rouler mes 4 lignes?